Alors, donc oui, je vais vous parler de la poussière dans le disque galactique et de l'extinction. Alors, la poussière est une donnée importante à prendre en compte dans le disque galactique, hein, comme on peut le voir ici, puisque donc, je vous présente une vue par Gaïa, hein, donc Gaïa DR2, donc principalement avec des étoiles, et au-dessus, dans le même espace, la vue du milieu interstellaire vue par Planck. Et donc on voit que le milieu interstellaire est très dense au niveau du disque galactique. Et en plus de ça, pour rappel, hein, le milieu interstellaire, et la poussière plus particulièrement, engendre de l'extinction qui fait que la lumière des étoiles qui nous provient est diminuée, et elle est aussi rougie à cause de la poussière qui se trouve entre les étoiles. Donc c'est donc très intéressant de pouvoir cartographier en 3 dimensions la poussière dans le disque galactique. D'un premier point de vue pour étudier, pour les observateurs qui veulent regarder au-delà du disque, qui veulent corriger leurs observations, et aussi pour comprendre la structure du disque galactique. Alors, au GEPI, on a deux méthodes différentes pour faire cette cartographie de l'extinction. Une première méthode qui a été éprouvée à maintes reprises sur plusieurs jeux de données et qui a donné sa dernière version avec le cross-match entre la DR2 de Gaïa et TUMAS, qui est une version 3D complète, mais j'y reviendrai. Et une deuxième méthode qu'on a expérimentée uniquement pour l'instant sur Gaïa DR2 et cross-match TUMAS, qui elle fonctionne par champ de vue par champ de vue, puis on reconstitue l'ensemble de la carte. Alors je vais vous détailler rapidement ces deux méthodes et ensuite je vous présenterai les cartes qu'on a obtenues. Donc l'inversion 3D se base donc principalement, même exclusivement, sur les distances qu'on a obtenues grâce au parallaxe Gaïa et grâce à la photométrie que l'on obtient de par le catalogue DR2 et TUMAS, on en déduit l'extinction que subit chacune des étoiles que l'on observe, et on connaît aussi la distance de ces étoiles. On se retrouve donc à essayer d'inverser ce problème, c'est-à-dire que l'on connaît la position des étoiles, et on sait que la lumière qui nous parvient de ces étoiles est éteinte de temps d'extinction. Donc on veut essayer de comprendre ce qui se passe entre nous et les étoiles. Typiquement, on veut essayer de retrouver ces nuages d'extinction qui sont entre nous et les étoiles. Donc la méthode d'inversion globale, en fait, cherche par corrélation, en fait, entre les différentes étoiles, à reconstruire une carte de la distribution de la poussière, donc principalement dans le disque de la Voie lactée et légèrement au-dessus et en dessous du disque. Alors, jusqu'à avant la DR2, c'était possible de le faire de manière globale, directe. L'arrivée de la DR2 a entraîné une importante quantité de données, ce qui a impliqué que d'un point de vue hardware, d'un point de vue matériel, on n'était pas capable de tout inverser en une seule fois. On a donc procédé à une approche hiérarchique, où en fait, plutôt que de prendre étoile par étoile, on prend des cellules dans lesquelles on fait la moyenne de l'extinction, et on fait une inversion sur ces cellules moyennées. Et en introduisant un processus bayésien, en fait, on peut faire par itération successive où le résultat de l'itération précédente devient le prior de l'itération suivante. Donc, tant qu'on peut réduire la taille de ces cellules, eh bien, on les réduit et on augmente notre résolution, hein, c'est ce qu'on voit ici. En revanche, ici, pour les coins de cette carte, on voit qu'à partir d'une certaine résolution, donc typiquement ici, eh bien, il n'était plus possible de moyenner, d'avoir suffisamment d'étoiles par cellule, donc on a conservé les résultats des itérations précédentes. Alors, il y a même un deuxième niveau de hiérarchie. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Si vous avez des questions, je peux y répondre plus tard. Et donc, voici le cube en 3 dimensions de la distribution d'extinction, donc de poussière, que l'on a dans le disque. Alors, dans les cartes que je vais vous présenter par la suite, elles sont toujours orientées de la même façon, donc les cartes du dessus entre guillemets, du dessus du disque galactique.
Le Soleil sera toujours à 0, 0, et le centre galactique est dans cette direction. Donc les longitudes galactiques sont croissantes dans le sens trigonométrique. Et comme on dispose du cube 3D, on peut aussi faire des coupes à longitude donnée. Donc ça, c'était pour la méthode d'inversion 3D, d'inversion hiérarchique. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième méthode qu'on a employée ici au GPI, c'est la méthode Phèdre, qui, elle, se concentre à étudier champ de vue par champ de vue, toujours en utilisant la photométrie Toumas, la photométrie Gaïa et les parallaxes. Et on va procéder en 2 étapes. Une première étape où on va étudier étoile par étoile, et ensuite on va assembler tous les résultats. Donc, pour chacune des étoiles qui sont observées par Gaïa et par Toumas, on va calculer une vraisemblance. Donc tout ça est un grand modèle bayésien. On va étudier cette probabilité-ci, donc la vraisemblance, que l'étoile soit à une distance, à toutes les distances possibles, donc entre 0 là et 10 kiloparsecs, pardon, et avec une extinction devant elle jusqu'à 25, mais ici je ne vous présente que 10 magnitudes, et on calcule cette probabilité, donc pour chacune des étoiles de notre champ de vue. Donc on fait des comparaisons avec des diagrammes HR empiriques, et on prend en compte des lois d'extinction polynomiale pour prendre en compte la largeur de bande de photométrie Gaïa. Et une fois qu'on a ces résultats pour chacune des étoiles, on assemble l'ensemble des résultats des étoiles d'un champ en une déconvolution pour obtenir des résultats pour le champ de vue en lui-même. Donc c'est une déconvolution de Richardson-Lucy. Donc le prior de chaque itération est en fait le postérieur de l'itération précédente. Et donc en itérant, on va obtenir une relation qui se dessine de plus en plus dans l'espace extinction-distance. Ici, on devine la relation qu'il y a entre la distance et l'extinction pour ce champ de vue. Et par des méthodes de Monte-Carlo, on en déduit la relation unique et aussi un certain nombre d'autres échantillons qui nous permettent d'obtenir des incertitudes sur nos cartes d'extinction. On obtient, en procédant ainsi sur un grand nombre de champs de vue tout autour du disque de la Voie lactée, on obtient une carte d'extinction dans le disque de la Voie lactée. Donc, comme précédemment, le Soleil est au centre à 0, 0 et le centre galactique est dans cette direction. On peut maintenant comparer les deux cartes qu'on obtient, et en fait, elles sont très complémentaires, puisque ici, c'est la carte que l'on a obtenue par inversion 3D. Donc, on voit qu'on a une résolution qui est extrêmement fine. On a beaucoup de détails. En revanche, on n'a pas des résultats très, très éloignés du Soleil. On s'arrête à 3 kiloparsecs, à peu près, donc, en tout cas dans le plan galactique. Tandis que dans la carte obtenue avec Phèdre, donc ici, j'ai représenté par un rectangle les limites de cette carte-ci. Donc, on observe une cohérence entre les deux cartes. Donc, la carte de Phèdre est un peu moins bien résolue, de par notamment la méthode par champ de vue qui nous limite. En revanche, on obtient des résultats à des distances beaucoup plus grandes. On peut notamment remarquer que ici, le complexe Sagittaire-Carène en fait, est coupé dans cette carte-là, puisqu'à partir de cette distance, il n'y a plus assez d'étoiles avec une précision sur la parallaxe suffisante. Donc la méthode d'inversion globale ne donne plus des résultats ne donne plus de résultats à plus grande distance. Tandis que avec la méthode Phèdre, on obtient des résultats à beaucoup plus grande distance. Donc, on a aussi comparé ces cartes d'extinction avec d'autres marqueurs du milieu interstellaire, comme les nuages de CO. Donc, ici, toutes les cartes sont toujours... Ici, cette carte-là est toujours entre -3 et 3 kiloparsecs. Et on a une très bonne corrélation entre l'extinction, la carte d'extinction interstellaire et les nuages de CO. Et on peut notamment remarquer sur la carte de Phèdre qu'ici, on a une espèce de cavité. Bon, alors évidemment, il y a une feature ici en doigt de Dieu qui est due à une mauvaise déconvolution.
mais on voit bien ici une cavité qui est vide, contient peu d'extinction et dont les contours sont confirmés, semblent être confirmés par la présence de nuages d'extinction tout autour, mais pas à l'intérieur. Alors, concernant les bras spiraux, le milieu interstellaire les bras spiraux ont aussi une empreinte dans l'extinction. Donc ici, je vous représente les bras spiraux selon le modèle de Reid en pointillé et le modèle de Hu en trait plein. Donc le modèle de Reid est basé sur l'observation de Mazars, tandis que le modèle de Hu est basé sur l'observation d'étoiles jeunes. Donc on voit d'ailleurs ici que les deux modèles ne sont pas tout à fait d'accord sur la trajectoire du bras local. Le Soleil est-il ou non placé sur le bras local, et ici le nuage de Vela est-il sur le bras local. Alors d'autres résultats plus récents qui utilisent des étoiles, notamment Copperscope 2020, semblent montrer que ici effectivement Vela est bien dans le bras local. Un petit mot sur le bras extérieur, il n'y a aucune contrepartie en extinction, mais c'est dû au fait que le bras local n'est pas tout à fait, n'est pas dans le plan AB égale 0, il est légèrement tordu. Donc on obtient ici en fait une très jolie carte des structures principales du disque vue en extinction. Donc notamment ici le bras local, et ici ce qui a été décrit par l'allemand 2019 comme le split du bras local, puisque on a comme une impression de parallélisme entre les deux, mais on a vraiment un gap propre, vide d'extinction entre les deux. Et ici on voit très bien le spur qui a été décrit par Xu, qui est un entre-deux bras, une structure entre deux bras. Et à la vue de cette carte, on a été intrigué par la structure de Vela ici. Donc Vela, c'est une des structures, donc les voiles en français, dans la constellation des voiles, qui est assez complexe. Et on a voulu investiguer plus en avant cette structure pour comprendre, essayer de voir s'il y avait une cavité ou non. Et donc, Vela, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, donc c'est ce qu'on observe ici. Donc ça, c'est une vue avec les données IRAS, donc en infrarouge. Donc ici, il y a ce que l'on appelle le Vela Molecular Ridge, et aussi, on a des cavités, enfin, on a des coquilles. Alors, je vous accorde qu'il faut beaucoup d'imagination pour les voir, mais je vous assure que dans la littérature, elles existent. On peut effectivement les voir dans d'autres longueurs d'onde que l'infrarouge. Et notamment ici, on a une supernova rémanente, et ici, on a un shell qui a été détecté en infrarouge. Si on observe ça en colonne d'extinction, donc toujours avec Phèdre, et on prend, plutôt que d'utiliser la densité d'extinction, on regarde la colonne d'extinction jusqu'à 5 kg par sec, donc distance à laquelle s'arrête la structure, on observe une grande similitude entre ce qu'on voit ici en extinction et là en infrarouge. Et on retrouve ici nos structures principales de Vela. Sauf que comme on dispose vraiment de l'ensemble du cube 3D, il est possible de voyager à l'intérieur pour voir les structures et comment elles évoluent et comment elles se rassemblent les unes avec les autres. C'est exactement ce qu'on a fait. Et on a aussi utilisé un algorithme pour segmenter chacun des clumps pour avoir leur position précise et leur contour. Et en fait, ce qu'on voit ici, l'énorme clump cerclé de rouge, c'est ce qui correspond au VMR, donc au Vela Molecular Ridge, une structure connue de Vela, mais qui est connue pour être séparée en 4 morceaux. Or, grâce à la 3D, de l'extinction, on s'est aperçu en fait qu'il n'y avait pas 4 morceaux, mais 3, le A, le C et le D, et en fait, VMR B est simplement une feature optique du recouvrement de 2 structures différentes sur une longue distance. Et on peut ainsi voyager dans ce cube. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ramener chez vous, puisque c'est la mode du click and collect en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de la DR2 et de l'extinction? C'est que grâce à la DR2, on a pu aller très loin dans le disque galactique en cartographie de l'extinction. On a pu valider la présence de structures et leur forme. On a pu aussi obtenir la distance d'un grand nombre d'autres structures, On a aussi découvert les structures comme le split du bras local. Et on espère que grâce
à l'ADR3, on va pouvoir augmenter encore la taille de nos cartes d'extinction et on va aussi avoir beaucoup plus d'informations, notamment vers le centre galactique, où on espère du coup cartographier l'extinction du centre galactique et au-delà, et notamment d'observer l'empreinte de la barre dans l'extinction. Voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a au moins une question, Guillaume Juif. Pourquoi est-on limité à quelques kiloparsecs pour ce type de carte? Alors, dans le cas de l'inversion 3D, en fait, on est limité par les limitations que les filtres que l'on applique pour sélectionner nos étoiles, puisqu'il nous faut, pour que l'algorithme soit efficace, prendre seules les étoiles dont la précision sur la parallaxe est supérieure à 20%. Et donc, du coup, naturellement, mécaniquement, en fait, les étoiles qui sont suffisamment précises sont proches. Dans le cas de Phèdre, c'est la limitation en fait due au fait que les étoiles plus lointaines, notamment dans Gaïa, sont notamment dans les zones encombrées. En fait, Gaïa nous aide beaucoup dans les zones encombrées, notamment vers le centre galactique. Et donc là, vers le centre galactique, on n'a pas des informations sur des étoiles plus lointaines, encore une fois, dû à l'encombrement. Et c'est ce qu'on espère avoir de beaucoup mieux grâce à la EDR3. Une autre question d'Adi Savagno. Est-ce que les cubes d'extinction sont disponibles pour d'autres directions du plan? Alors, effectivement, le cube d'extinction, l'allemand 2019, est disponible en intégralité. Je peux retrouver le lien, vous le mettrai juste après dans le chat. Le cube entier est disponible au téléchargement et on peut en faire ce qu'on veut. Donc, le cube de l'allemand, c'est 5 kiloparsecs en X et en Y galactique et jusqu'à 500 parsecs, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est 500 parsecs au-dessus et en dessous du plan. La carte Phèdre, elle est limitée à B égale 0, sauf dans la direction de Vela, où on va de moins 10 à plus 5. Et ce cube-là n'est pas encore disponible, parce que le papier est en cours de soumission, mais il sera disponible dès que le papier sera soumis. Laurent Pagani, qui s'étonne que je n'ai pas vu ces questions, elle vient juste d'apparaître. Posez la question, est-ce qu'on a attribué une température ou un type à chacune des étoiles du sous-catalogue? Pas à ma connaissance, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, pour continuer là-dessus, et qui revient à la question pourquoi on ne va pas au-delà de quelques kiloparsecs, évidemment, Gaïa en fait, est limitée. L'erreur relative, en fait, évidemment, augmente avec la distance. Il arrive un moment donné où on a très peu d'informations après Gaïa, quoi. Donc, on est obligé de passer en fait aux indicateurs photométriques. Mais le problème des indicateurs photométriques, c'est l'extinction. Il y a une vraie raison pour le travail que tu as fait, quoi. Mais du coup, ça veut dire que, sur le principe, a posteriori, tu peux prédire une distance pour des étoiles lointaines bien meilleure que celle de Gaïa. Tout à fait. C'est prévu. l'un des sous-produits entre guillemets de la méthode de Phèdre, qui est en train d'être investigué en parallèle de tout le reste, qui va peut-être avoir une petite pause, puisque là, on a l'arrivée de la EDR3, donc il va falloir dépouiller, mais c'est tout à fait quelque chose qui est dans les tuyaux. Avec la possibilité de publier un catalogue de distance. Tout à fait. Même mieux qu'un catalogue de distance, un catalogue de distribution de probabilité de présence, de distance. Donc, qui est pour ceux qui aiment triturer les distributions de probabilité, qui est encore plus sympathique à utiliser.